Grégory Besson-Moreau, est-ce que vous êtes encore là? Je ne vous vois plus sur mon Oui, écran de retour. Si, vous êtes là. je suis là. Merci beaucoup. Alors, on a parlé de la loi Egalim 2. Je sais que vous n'aimez pas du tout ce nom-là. Ça n'est pas une prolongation de la loi Egalim 1. C'est une loi à part entière que vous préférez appeler la loi sur la rémunération. Comment l'avez-vous vécu? Comment l'avez-vous vu arriver, cette loi? Eh bien, déjà, merci de me laisser la parole. Bonjour à toutes et tous et bonjour à mes collègues parlementaires qui sont présents dans la salle. Je voudrais revenir peut-être sur le constat qui a été fait. Le constat qui a été fait, c'est que depuis 10 ans, la guerre des prix qui a été menée entre les trois acteurs, que sont la grande distribution, les industriels de l'agroalimentaire et les agriculteurs, a détruit de la valeur. Et cette valeur qui a été détruite a été principalement détruite au niveau des agriculteurs sur leur bilan d'exploitation, mais elle a également, et on le voit avec certains distributeurs, elle a détruit de la valeur chez les distributeurs. On voit aujourd'hui des distributeurs qui ont des difficultés à rebondir, à se moderniser, à aller de l'avant. On voit des entreprises sur nos territoires, des petits industriels, comme des moyens, comme des très gros, qui ont aussi des difficultés financières qui leur permettaient à l'époque de créer de la R&D, d'aller en avant, de créer des nouveaux produits ou d'utiliser des produits, des matières premières agricoles locales et qui sont allés chercher de plus en plus des matières premières à l'étranger. Ce constat, on l'a fait en analysant ce qui a été fait à l'époque lors de la loi sur la modernisation de l'économie qui a complètement, je dis bien complètement chamboulé et dérégulé la façon de commercer. Et notre objectif premier, qui était celui du président de la République et du ministre de l'Agriculture de l'époque et du rapporteur qui est sur l'estrade, Jean-Baptiste Moreau, que je salue également, était tout simplement de renforcer le pouvoir du monde agricole en leur laissant la possibilité de se fédérer, de se regrouper. Et la loi Egalim, c'est pour ça que je n'aime pas trop qu'on utilise le terme Egalim 1 et Egalim 2, parce que la loi Egalim était plurielle. La loi Egalim, elle a permis justement de renforcer le pouvoir du monde agricole et surtout de donner une palette d'outils qui était une palette d'outils nécessaire et demandée par le monde agricole. En revanche, la loi Egalim a toujours privilégié le contrat de confiance à la contrainte législative sur la relation qu'il y a entre les distributeurs, les industriels de l'agroalimentaire et le monde agricole. Et on voit ce contrat de confiance n'a pas été respecté. Et il est important, et je le ressouligne là, je sais que Michel Biérot est aussi sur la scène, et j'insiste sur le fait que ce n'est en aucun cas la responsabilité de la grande distribution. Ce n'est en aucun cas la responsabilité des industriels de l'agroalimentaire, et bien évidemment, ce n'est pas la responsabilité du monde agricole. C'est la responsabilité du monde politique qui, à un moment donné, à travers cette loi LME, a laissé la possibilité, a ouvert au final la possibilité à cette guerre des prix destructrice. Et donc on a souhaité, à travers la loi sur la protection de la rémunération des agriculteurs, que j'ai porté avec un très grand nombre de collègues parlementaires à l'Assemblée comme au Sénat, et je rappelle que c'est une loi qui a été votée à l'unanimité, tout groupe politique confondu, à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. Et donc, nous avons souhaité complètement inverser la mécanique de négociation. Je vais refaire une petite passe sur ce qui se passait avant et ce qui va se passer demain. Ce qui se passait avant, c'était tout simplement des distributeurs qui avaient la possibilité, car la loi leur permettait, de négocier sans plus ou moins regarder le produit au final, de négocier des remises, de négocier des prix sans parler de volume, sans parler de délai, sans parler d'origine, parce que voilà, ils sont dans un monde où la compétition est rude. Et donc, la grande distribution négociait avec les industriels de l'agroalimentaire, et puis il y a une sorte de jeu de dupes qui consistait à dire aux agriculteurs, je ne peux pas te payer plus. Déjà, on n'a pas de contrat. Donc, je ne peux pas te payer plus parce que la grande distribution ne m'a pas plus payé. Et puis, la grande distribution me dire, je ne peux pas payer plus l'industriel puisque de toute façon, il n'a pas de contrat
avec son fournisseur de matières premières agricoles, et puis il n'est pas transparent. Il me demande une hausse, mais il ne la justifie pas. Et donc nous avons complètement inversé la mécanique, et maintenant ce que nous faisons est très très simple et me paraît extrêmement logique, et apparu très logique aussi à l'ensemble des filières, c'est de dire je suis agriculteur, avec mon premier acheteur, je vais contractualiser. Cette contractualisation, elle est obligatoire, elle est de 3 ans minimum. Et cette contractualisation, elle fixe un prix qui va être variable en fonction des différentes hausses des coûts des matières premières. Elle sera basée sur ce qu'on appelle les indicateurs de coûts de production que chaque filière a créé. Une fois qu'on a contractualisé, qu'on a mis un prix qui est un prix rémunérateur, ce prix est transféré directement chez l'industriel. Cet industriel doit prendre en compte ce prix-là. Et nous avons aussi protégé l'industriel, et donc par là même les acteurs de la grande distribution, en mettant 2 choses. Première chose, la transparence. Lorsqu'il y a une augmentation tarifaire, une baisse de coût de matières premières agricoles, eh bien l'industriel va être obligé de donner ce prix à la grande distribution, de dire voilà, moi j'ai acheté cette année un peu mieux, un peu plus cher, un prix qui rémunère dignement les agriculteurs, mais vous, grande distribution, vous êtes obligé de me payer cet écart, c'est ce qu'on appelle la non-négociabilité de la matière première agricole, puisqu'on a été transparent envers vous. Donc je vous garantis qu'on a un prix qui rémunère les agriculteurs, il y a quelques centimes en plus, et ces quelques centimes qui permettent de vivre dignement aux agriculteurs, eh bien vous, grande distribution, vous êtes obligé de me les payer. Et ce qui protège la grande distribution, cette fois, c'est que au lieu d'avoir des industriels qui viennent avec des hausses tarifaires parfois justifiées et parfois pas très bien justifiées, eh bien ça leur permet d'être rassurés sur les hausses tarifaires qui sont demandées. Et donc on a vraiment réinversé. Ce n'est plus la grande distribution qui négocie avec l'industriel, qui ensuite, avec ce qu'il reste, paye l'agriculteur. C'est qu'est-ce qu'un prix qui rémunère pour les agriculteurs, qui est automatiquement remonté chez l'industriel, et l'industriel est protégé à la grande distribution, est protégé par la transparence et la non-négociabilité de la matière première agricole. D'où cette contractualisation obligatoire. La contractualisation, ça crée un cadre, et ce cadre est extrêmement important. Merci beaucoup Grégory Besson-Moreau, député de l'Aude, de nous avoir expliqué la volonté, le fond de cette loi telle que vous l'avez vécue. On va parler maintenant, on va faire le pitch puisque c'est la règle. Messieurs qui êtes sur scène, je vais vous demander de les écouter. Ils sont 3 à venir. Je vais demander à Stéphane Pelletier de la coordination rurale de venir avec nous. Merci beaucoup d'être là. Prenez place. Laurent Pasquier, fondateur d'Entre Parties Prenantes, venez avec nous également. Et puis Jean-Baptiste Léger, qui est directeur RSE et Affaires publiques pour Lidl. Merci d'être là tous les 3. Je vais vous laisser prendre les micros. Alors, comme on est voilà, moi je garde le mien. Peut-être le micro du bout va pouvoir passer ici. Parce que vous faites une présentation, un pitch à 3, je crois. Exactement. Vous avez un trio d'orchestre. Voilà. Et vous allez nous parler d'une chose qui est tout à fait essentielle, puisque dans le cadre de la contractualisation, c'est l'ABC de la contractualisation. Exactement. Bonjour à tous. Stéphane Pelletier, je suis agriculteur céréalier dans le nord de la Vienne. J'ai 43 ans. Je suis installé depuis 3 ans. Comme maintenant il est coutume de donner son nombre d'enfants, j'ai 2 enfants de 14 et de 12 ans. Bravo. Je suis moins bien que d'autres, mais par contre, c'est 2 enfants parfaits. Très bien, c'est la qualité qui compte. Voilà, donc je suis céréalier. La petite particularité, c'est que j'ai souhaité développer la vente directe avec ma femme sur l'exploitation. Donc on a diversifié les productions et on a souhaité faire de la transformation. L'épanouissement vient pour nous aussi du contact avec nos clients. Il faut, on pourra toujours s'imaginer produire des choses, mais si le client ne le souhaite pas, c'est dommage.
J'ai intégré le groupe de réflexion de l'Open Agri-Food sur la contractualisation il y a 3 mois et grand bien m'a fait puisque j'ai rencontré des personnes très intéressantes. Ça m'a bien enrichi. Et de mes a priori que j'avais sur la contractualisation, au final, on n'est pas très loin de trouver des solutions innovantes et intéressantes. Si on reprend ce qu'est le métier d'un agriculteur, être agriculteur, en fin de compte, c'est jouer des aléas, les surmonter. Historiquement, ça a toujours été l'aléa climatique qu'il a fallu surmonter. Et à partir de 92, il y a un second aléa qui est arrivé, l'aléa économique, la fluctuation des cours mondiaux. Et depuis 10 ans maintenant, il y a un troisième. Alors je ne sais pas si on peut dire aléa, mais c'est une contrainte de nos clients, de nos consommateurs, qui souhaitent que l'on intègre des données environnementales et sociétales dans nos produits. Alors, est-ce que c'est un aléa? Non, puisque c'est une démarche constante, c'est une amélioration que nous avons à faire. Grâce ou à cause, mais moi je vais partir du principe que le verre est quand même à moitié plein, grâce à ces contraintes, aujourd'hui nous avons la possibilité de tisser des pactes, de tisser des liens avec les consommateurs pour répondre à leurs attentes et d'autre part qu'ils nous assurent notre revenu. Alors il y a quelques expériences qui ont maintenant une dizaine d'années et ça tombe bien que Emmanuel Vasnex soit le président de cette association Open Agri-Food. Il a pour moi été un des premiers lorsque Faire France, le lait équitable l'a sollicité et ça a été pour moi un des premiers contrats sociétal qui a été passé entre des agriculteurs qui souhaitaient proposer quelque chose et des consommateurs qui avaient eux-mêmes des souhaits. Ensuite est arrivé C'est qui le patron ? C'est qui le patron? Encore une fois, grâce à l'intermédiaire d'un industriel, ce contrat à 3 a été possible. Donc aujourd'hui, on a bien quelques expériences qui nous disent que c'est possible. Moi-même, avec ma femme, on a passé un contrat avec nos clients qui a été de dire, écoutez, vous souhaitez plus de données environnementales, vous souhaitez la préservation de la biodiversité, vous souhaitez que l'on aille vers... alors, je vais pas avoir la prétention de dire que je lutte contre le réchauffement climatique. Par contre, il est très clair que je travaille activement pour incorporer énormément de carbone dans mes sols, au point où aujourd'hui ma fumure de fond n'est basée que sur de la matière organique. Alors, est-ce que 2030 ça suffit? Est-ce que 2005? Je ne sais pas. J'essaye de mettre ma pierre à l'édifice. Donc, aujourd'hui, 25% de notre exploitation est en couvert environnemental pour la préservation de la biodiversité. Nous plantons entre 100 et 150 arbres tous les ans et nous allons vers justement ce culte du carbone dans le sol, l'accumulation du carbone dans le sol. Donc, moi-même, aujourd'hui, j'ai la capacité de dire que ce contrat est possible. Maintenant, peut-être que je suis un petit peu plus avant-gardiste que les autres et au sein de cet atelier contractualisation, j'ai retrouvé des personnes autour de moi qui vont avoir la capacité à m'aider à exprimer ce qui va être important pour la prochaine génération, qui est de faire un contrat équilibré, garantissant un revenu décent et... Alors là, j'ai pris le journal, mais je ne sais même pas si c'est fait exprès ou pas, qui va nous permettre aujourd'hui de renouveler les générations. L'inquiétude de ce matin, alors c'est pas Jean-Luc Lahaye qui a des problèmes, les éleveurs peinent à trouver des repreneurs. C'est clairement ça aujourd'hui. Au-delà de nos soucis d'alimentation et de rentabilité, il faut des repreneurs. N'omettez pas de laisser la parole à vos petits camarades. Ouais, donc je vous invite à rejoindre notre groupe de réflexion qui est très intéressant et je remercie notre animateur vraiment parce que au-delà du temps que j'ai passé, j'ai pas perdu de temps. J'ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie bien. Merci pour cette présentation. Laurent Pasquier. Bonjour. Alors donc, je suis Laurent Pasquier. Il y a 5 ans, j'ai cofondé C'est qui le patron ? C'est cette marque qui co-construit les produits avec les consommateurs et qui rémunère au juste prix les producteurs. Maintenant, je lance entre parties prenantes pour accompagner les entreprises à co-créer avec les parties prenantes, justement, dont les consommateurs, bien sûr. En fait, mon métier, c'est un peu de faire en sorte que vous n'oubliez pas de penser conso. C'est important de penser conso. Donc là, moi, je veux vous parler en tant que consommateur de la contractualisation. Alors là, vous vous dites sûrement, mais pourquoi ça intéresse un consommateur de parler de contractualisation?
Au contraire, ça va peut-être plutôt l'inquiéter, parce que si c'est un outil de création de valeur, est-ce que valeur, c'est pas plus cher? Non. Bon, eh ben non, justement. C'est là que je veux vous pointer le sujet. Nous, les consommateurs, on est en crise de confiance. Et la contractualisation, c'est justement un outil pour retrouver la confiance. Parce que pour nous, on fait peut-être des raccourcis, mais la contractualisation, bah, c'est plus local, plus durable, c'est plus de qualité, voilà, et plus d'équité surtout. Donc, ce sont des sujets qui sont vraiment importants pour nous et des sujets qui nous rassurent. On a besoin d'être rassurés. J'entends souvent parler de consentement à payer. Alors, c'est comme si un peu on cherchait à nous arracher un consentement. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est de mettre un produit qui a une certaine valeur et le prix qui est proposé correspond à cette valeur. C'est ça qu'on attend. Si j'ai envie d'acheter un monospace pour ma famille, je ne vais pas aller acheter une petite citadine parce qu'elle est moins chère. Non, je cherche le produit qui correspond à la bonne valeur. Et ce n'est pas m'arracher un consentement, ça. Alors, on a parlé de la loi Egalim, parce que la loi Egalim, elle met un cadre, justement, sur la contractualisation. Alors, je sais que pour beaucoup, ce cadre, c'est surtout des contraintes. C'est dommage, parce qu'au contraire, c'est une opportunité. Puisque c'est un outil de création de valeur et on est dans un contexte, en plus, où il faut retrouver la confiance. Bon, on sait maintenant aussi que la loi ne suffit pas toujours, donc on souhaite créer un groupe de travail qui va permettre de rédiger un guide des bonnes pratiques de la contractualisation. Donc, on vous attend tous pour y participer, on a besoin de vous. Merci. Merci beaucoup, Laurent Pasquier. Donc fondateur, je le rappelle, d'Entre Parties Prenantes. Jean-Baptiste Léger. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 36 ans. Je suis en charge de la RSE chez Lidl et mon rôle dans l'entreprise, c'est de proposer les meilleurs produits au meilleur rapport qualité-prix. Cette qualité, c'est une qualité sociale, une qualité environnementale, une qualité économique. Je suis aussi citoyen, père d'une fille de 1 an. Et mon souhait en tant que citoyen, c'est de consommer des produits qui sont vertueux du point de vue environnemental et du point de vue social. Et la contractualisation permet cela, car la contractualisation, c'est donner une rémunération, une visibilité aux producteurs et les accompagner dans la transition, dont le ministre, dont tous les acteurs ici sont les porte-parole. Pour faire cette transition et pour faire savoir la contractualisation, eh bien, nous allons créer un guide qui recense les bonnes pratiques en matière de contractualisation. Un guide qui va permettre du coup d'accompagner et de déployer davantage de contractualisation. Et ce rôle de faire savoir est essentiel pour la transition, pour accompagner toute la société vers cette migration, vers de meilleures pratiques. C'est pour ça qu'avec mes collègues, nous comptons vraiment sur votre support, nous comptons sur votre support en tant que citoyens engagés, nous comptons sur votre soutien en tant que professionnels des filières pour justement faire boule de neige, faire connaître la contractualisation, la faire se déployer dans le cadre réglementaire, mais aussi dans le cadre de ce rapport de confiance et de transparence, qui est celui que tous les acteurs ici, présents autour de la table, appellent de leur vœu. Donc nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous pour faire vivre cet ABC de la contractualisation et le rendre vivant dès 2022. Merci à vous. Merci beaucoup pour la présentation de ce guide, la visibilité, la communication. Alors, on va faire tourner les micros. Je vais vous laisser les uns et les autres parce que je voudrais donner la parole à Claude Vermaux-Desroches, à Michel Pierrot et Jean-Baptiste Moreau qui vous ont écouté, qui ont participé les uns et les autres aux ateliers préparatoires. Allez, sans ordre, peut-être Claude Vermaux-Desroches. Je disais tout à l'heure que vous étiez membre de l'Académie d'agriculture, mais vous êtes aussi l'ancien président de l'interprofession du comté. Et c'est pour ça que vous venez du Jura. Merveilleux fromage, merci. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce qui vient d'être dit? Moi, je note dans les noms, on a parlé de qualité, d'équité, de rémunération, de visibilité. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Oui, déjà, je dois avouer, moi, je n'ai pas participé aux travaux. Vous avez été plus engagé que moi pour la préparation. Mais on a déjà les ingrédients, vous nous avez exposé, vous trois, de concert, les réalités, et finalement, de ce qu'est aujourd'hui la préoccupation du producteur qui doit s'adapter ou qui doit écouter. Et je crois que c'était important d'avoir un témoignage d'un producteur
qui, c'est pas forcément d'emblée, mais que ce qui se passe autour doit être pris en compte pour faire. Et après, je crois des demandes très précises. Et deux exemples emblématiques, des exemples qui sont effectivement, qui ont le mérite d'exister, mais finalement, qui pour moi, ou dans une filière, micro-filière par rapport à l'espace économique français ou européen, mais macro-filière régionale, où cette organisation contractuelle sans contrat, c'est-à-dire des femmes, des hommes qui se reconnaissent, qui reconnaissent le travail des autres, fonctionne. Ça n'a pas toujours été formidable, mais on va dire voilà 40 ans que ça marche exceptionnellement bien et on est dans les laits les mieux rémunérés de France et les projets. Si ceci n'est pas forcément reproductible, les ingrédients, les ingrédients qui font vivre, je ne les ai pas forcément entendus là. Mais pas parce qu'ils sont ignorés, mais parce que, c'est-à-dire des producteurs qui se préoccupent de ce que l'on va faire avec le produit et aussi être en phase de proposition aux consommateurs, l'écouter, mais aussi proposer. Dans ce que j'ai entendu par rapport au pitcher, je l'ai cherché, je ne l'ai pas forcément trouvé, je ne dis pas que ça n'y est pas, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas non plus tout attendre d'une loi pour ne pas faire dire Egalim 17, c'était pas bon, on a retravaillé, et ce coup-ci, ça va aller mieux. D'ailleurs, je pense que vous aussi, vous amenez du réalisme en disant c'est un cadre, mais tout le travail reste à faire. Ce n'est pas parce qu'il y a une loi que ça va régler le problème. Il faut à la fois que les producteurs fassent les produits qui se vendent. J'ai bien aimé l'expression le consentement à acheter. Pour moi, c'était quand même... J'étais content d'entendre ça. Moi, ça a été une découverte. Mais le producteur, s'il est en phase avec le marché ou avec... Eh bien, finalement, il doit être partie prenante. Parce qu'il y a une notion qu'on n'évoque jamais, c'est celui de la satisfaction et le bonheur du travail. Et ça ne se trouve pas dans une loi, ça ne se trouve pas dans un contrat. Parce que si vous n'avez pas ça, vous pouvez parler de renouvellement des générations, tout ça, ça ne sert à rien. Si le monde agricole est un monde qui se plaint, il ne fait pas envie à personne. Pour être aimé, il faut faire envie. Ouais. Et je pense que c'est ça qui manque un peu. Jean-Baptiste Moreau, vous qui êtes agriculteur, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes aussi député, donc un citoyen engagé. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on entend parler du plaisir de travailler, plaisir de produire, plaisir de faire quelque chose qui soit utile à la société? Moi, là, je bois du petit lait, c'est le cas de le dire. Enfin, je veux dire, la filière Comté, depuis des années, elle est exemplaire à bien des égards dans son organisation, dans effectivement l'écoute du client, dans aussi son esprit collectif, en fait, de s'organiser collectivement entre producteurs pour améliorer la valorisation. Parce que mon collègue Besson-Moreau l'a dit tout à l'heure, hein, la contractualisation, et effectivement, on est d'accord, des lois, on en fait largement assez en France. Bon, voilà, on en a fait une de plus. Mais effectivement, ce n'est qu'un cadre, ce n'est qu'une boîte à outils. Moi, j'ai été rapporteur de la loi Egalim 1. On crée des outils, mais moi, je connais aucun outil qui fonctionne tout seul sans qu'on le prenne en main et qu'on s'en serve. Enfin, un outil ne sert à rien en lui-même s'il n'y a pas quelqu'un au bout du manche pour s'en servir. Et les lois Egalim, c'est ça, c'est des boîtes à outils. Donc, on parle de contractualisation. Alors, on a parlé des secteurs céréaliers, du secteur laitier, qui connaissent cette contractualisation déjà depuis des années. Alors, ça marche plus ou moins bien. Suivant les filières et suivant les années, parce qu'on sait qu'il y a toute la contractualisation, il faut pour qu'elle soit bien efficace, il faut qu'elle aille pratiquement jusqu'au consommateur. Beaucoup plus compliqué quand on a des filières qui sont tournées vers l'export, où là, effectivement, on a du mal à atteindre le consommateur final. Beaucoup plus simple quand c'est des filières franco-françaises qui vont jusqu'à la grande distribution, où on peut contractualiser. Mais moi, pour parler d'une filière que je connais bien, parce que je suis éleveur, producteur de vaches limousines et ancien président de coopérative bovine et ovine, on a dans ces filières-là, la contractualisation, elle est à l'état embryonnaire, voire même avant la conception de l'embryon. Je veux dire, on a une très très faible contractualisation parce qu'on a des produits qui sont aussi compliqués, mais parce que c'est culturellement pas ancré dans les mentalités. Or là, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, avec la flambée des matières premières,
Alors les céréaliers sont plutôt contents parce que les céréales se vendent très bien, et tant mieux, et c'est très bien comme ça. Sauf qu'à l'autre bout, nous, les éleveurs, avec les céréales qu'on ne produit pas nous-mêmes, je pense que là-dessus aussi, il y a des questions à se poser sur l'autonomie fourragère et des exploitations agricoles de polyculture élevage. Eh ben, il faut les acheter et donc le prix augmente. Et de l'autre côté, comme l'a dit mon collègue Besson-Moreau, les agriculteurs et les éleveurs en particulier, c'est quand même les seuls chefs d'entreprise qui fixent jamais le prix de vente de leurs produits. Donc à aucun moment. Et donc ils font avec ce qu'on veut bien leur donner. Et c'est cette logique-là qu'Egalim tente d'inverser avec cette contractualisation sur la base des coûts de production pour prendre en compte justement les hausses de coûts de production. Là en ce moment ça flambe. Alors le prix de la viande, globalement, pour parler d'une filière que je connais bien, est plutôt bon et plutôt meilleur que depuis une dizaine d'années, sauf que ça ne suffit pas par rapport à l'augmentation des coûts de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éleveur, il ne gagne pas sa vie, il faut être tout à fait clair, et ça fait des années qu'il ne gagne pas sa vie. Ce n'est pas une crise conjoncturelle, c'est une crise structurelle qui traverse depuis, on va dire, depuis 30 ou 40 ans, grosso modo, où on a vraiment une inadéquation aujourd'hui entre le prix de vente et le coût de production. Et c'est amplifié par la flambée des coûts de production aujourd'hui. C'est pour ça que la seule voie à suivre, c'est la contractualisation sur la base de ces coûts de production. Mais après, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On a créé le cadre avec une contractualisation obligatoire, mais c'est très compliqué à mettre en place. Je pense que Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture avec lequel je travaille quasiment tous les jours sur ces sujets-là, l'a évoqué. Aujourd'hui, on va avoir un problème sur les filières export, sur la filière broutard, sur les céréales qui se vendent à l'export, sur le taurillon qui part en carcasse sur l'Italie. Là, on n'a pas la contractualisation qui va jusqu'au bout. Donc, comment on fait pour prendre en compte? Comment on fait pour faire contractualiser des engraisseurs italiens? Des engraisseurs français, on va y arriver. Ça ne sera déjà pas simple, mais on va y arriver. Vous êtes confiant. Mais les Italiens, comment on fait pour les faire contractualiser? Comment on fait pour faire contractualiser des bouchers ou des grandes surfaces étrangères qui viennent acheter du jeune bovin en France? Voilà, tout ça, c'est pas simple à mettre en place, mais c'est la seule voie si demain, comme le disait monsieur, on veut redonner l'envie de s'installer sur des fermes de polyculture élevage, parce que vous ajoutez à ça toutes les campagnes anti-viande diverses et variées qui sont actuellement, qui frappent aussi d'ailleurs les produits laitiers, mais peut-être à un niveau un peu moindre. Vous avez aujourd'hui effectivement des problèmes d'installation, et vous avez des zones comme la mienne, le grand massif central, on va dire, et le Limousin. Si demain vous n'avez plus d'élevage dans ces zones-là, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire que c'est même plus, ces zones ne seront plus vivables. Vous avez, moi j'ai 180 hectares sur mon exploitation, j'ai 60 hectares où je peux faire des cultures, mais pour les animaux, parce qu'avec des rentabilités très faibles, avec des rendements faibles, parce on est sur des sols granitiques avec très peu de rendement. Et qu'est-ce que je fais du reste de la superficie? Si demain j'ai plus d'animaux pour valoriser ces prairies, ça va revenir à la friche, ou alors on le plante en forêt. Alors c'est peut-être l'objectif de certains, mais toute vie deviendra impossible sur ces territoires-là, et toute économie deviendra impossible sur ces territoires-là. Donc la contractualisation, c'est la seule voie. Ça ne sera pas simple. Ça ne sera pas simple du tout à mettre en place, j'en ai totalement conscience. Moi, en tant que législateur, on peut aider ce qu'on peut. Je compte bien, en tant qu'éleveur et ancien président de coopérative, apporter aussi ma pierre à l'édifice pour essayer que ça fonctionne. C'est la seule voie demain pour continuer à avoir des éleveurs en France et continuer à produire et avoir une certaine souveraineté alimentaire, parce que c'est un enjeu crucial aujourd'hui. Mais voilà, c'est la contractualisation sur les coûts de production. Il faut y aller, mais ça ne sera pas simple. Vous êtes convaincu, en tout cas, on le sent dans le ton de votre voix. Merci en tout cas de votre engagement, Jean-Baptiste Moreau. Michel Biraud, pour Lidl, vous êtes directeur exécutif achat et marketing de Lidl. C'est dire que vous avez un pouvoir de décision, de choix qui est important quand on parle de grande distribution. J'ai entendu rémunération, visibilité. On parle du guide de la contractualisation, cette possibilité aussi de fixer les prix. Autant d'éléments que vous êtes obligés au quotidien de prendre en compte. Est-ce que cette idée de contractualisation vous convient, vous, grand distributeur? Alors, montez le... Hop, voilà. Allô, allô, c'est bon. Oui, alors bien évidemment, elle me convient et je la pratique depuis maintenant quelques années. Et pourquoi on est arrivé à la contractualisation chez Lidl dans notre enseigne? Parce qu'en 2014, les agriculteurs, comme souvent les dernières années, étaient dans la rue et on saccageait pas mal nos points de vente, et pas que les nôtres d'ailleurs. Et ça nous a coûté plusieurs millions d'euros de dégâts chaque année qu'il fallait réparer. Et on s'est dit tout simplement, mais enfin, on est quand même un peu bête de dépenser de l'argent pour réparer la colère des agriculteurs qui manifestaient à juste titre,
Essayons plutôt de s'asseoir avec eux et de comprendre leurs contraintes, leurs problématiques et d'avancer avec eux. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au Salon de l'Agriculture. Alors au début c'était pas simple, hein, on était prêt à nous fusiller. Et finalement en discutant, on s'est assis avec des éleveurs et on a commencé ce chemin de la contractualisation. Aujourd'hui on a plus de 5000 éleveurs qui sont en contrat avec nous. 5000 éleveurs où j'ai la garantie qu'ils sont correctement rémunérés. Le problème dans tout ça, alors monsieur le député l'a dit, les lois ne font pas tout, hein, il y en a eu beaucoup en France. Et je pense qu'il y a deux mots qui sont essentiels, vous les avez expliqués dans vos slides au départ, c'est la confiance et la transparence. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de confiance, il ne peut pas y avoir de confiance s'il n'y a pas de transparence, et il ne peut pas y avoir de transparence s'il n'y a pas de confiance. Et le problème de certaines lois ont ôté toute confiance dans la relation entre un distributeur et un industriel. Parce que finalement, quand on prend, il y a 450 000 agriculteurs en France, je ne contractualiserai pas avec tous. Pourquoi? Parce que dans le fruits et légumes, par exemple, où il n'y a pas d'intermédiaire, ça se passe très très bien. Aujourd'hui, on a zéro problème. Je ne dis pas qu'ils roulent tous sur l'or, mais il n'y a pas de problème entre les producteurs de fruits et légumes et les distributeurs. Pourquoi? Parce qu'on est en direct. Par contre, à partir du moment qu'il y a un industriel entre les deux et qui ne veut pas être transparent, parce que sinon il devient prestataire de service, là ça se complexifie. Les premières tripartites que j'ai faites, les premières contractualisations, donc j'ai dû les faire avec des industriels belges. Parce qu'aucun industriel français ne voulait rentrer dans ce genre de système. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas montrer la transparence. Et donc, je salue Emmanuel Vasnex parce que ça a été dit, mais il faut quand même le redire, il faut le souligner. C'est le seul, aujourd'hui, c'est le seul qui est d'accord de rentrer dans ce genre de système de contractualisation et surtout de montrer la totale transparence du producteur de la cour de la ferme jusqu'à mes entrepôts où il me livre le lait que je lui achète. Et ça, c'est essentiel. Donc il faut de la transparence. Et malheureusement, LME, je ne cite que celle-ci, a enlevé toute confiance dans les relations entre industriels et distributeurs. Et donc forcément, c'est des conflits. Et j'annonce en tout cas des négociations qui vont être très tendues dans les mois à venir. Parce que... alors, j'espère que la loi rémunération, la loi Egalim 2, même si M. Besson-Moreau n'aime pas ce terme, mais j'espère qu'elle va aider, en tout cas à apporter de la transparence, parce qu'on commence déjà à avoir des premières hausses de tarifs. Et moi, je suis prêt à les payer, les hausses, j'ai pas de problème. Mais à partir du moment qu'on me démontre à quoi elles vont servir, il y a des industriels qui font des marges et des résultats nets après impôts qui sont totalement indécents. Et quand ils perdent 0,1%, ils dégagent le président. Pourquoi? Parce que les actionnaires ne sont plus contents. Il faut peut-être changer aussi ce système-là, quoi. Voilà, les industriels sont rhabillés pour l'hiver. Juste une dernière question peut-être pour conclure sur cette partie de la contractualisation. Claude Vermaux-Desroches, vous représentez aussi le comté. Le comté, il y a des éleveurs qui produisent du lait, et puis entre les deux, il y a des coopératives où il y a des industriels qui produisent du comté. Un fromage qui n'a pas la réputation d'être le moins cher en France, mais de très belle qualité. Vous arrivez à contractualiser? On est sur le registre qui vient d'être évoqué de la transparence. Si ça marche bien, si une ferme, toutes les fermes se reprennent chez nous à l'identique, c'est-à-dire il y a une installation pour un départ, c'est qu'il se passe bien quelque chose. Alors, il y a la présence des coopératives, mais pas que. Des entreprises nationales, même internationales, un grand groupe laitier, une grande coopérative, sont dans la filière comté. Un des secrets de la réussite, c'est la transparence. Non pas une opposition, parce qu'on part toujours du constat que on aime, c'est conflictuel. C'est pas l'importance du gain, c'est sa transparence. Et ce qui est important, c'est qu'en gros, on sait dans la filière, de manière consolidée, les chiffres des entreprises, parce qu'elles le déclarent volontairement. D'une manière consolidée, parce qu'on est dans une économie libérale, donc c'est normal qu'il y a aussi des choses
qui ne peuvent pas forcément être communiquées. Mais ce qui fait que, à partir de la connaissance de ce que l'entreprise intermédiaire, qu'elle soit coopérative ou privée, gagne, ça amène une confiance. Après, on débat. Est-ce que la part, les producteurs ou les transformateurs en coopérative, est-ce qu'elle est suffisante? Parce que le fromage, après, il faut qu'il soit encore vendu et distribué. Et à partir du moment où il y a une connaissance d'une valeur globale et de la part que prennent les entreprises, le contrat, il se fédère sans signature, parce qu'il y a une confiance. Et c'est bien le problème de la non-transparence de la création de la valeur ajoutée. D'ailleurs, pour moi, c'est le problème de l'agriculture en général, c'est la transparence de la création de valeur. Après, se la partager, voilà, il faut être deux. Mais il y a une idée de partage. Voilà. Oui. Merci beaucoup, merci monsieur le député, merci messieurs d'avoir accepté de venir.